Oui, alors Bonjour. bonsoir à toutes et à tous, marhaba bikom. Aujourd'hui, dans la série des lives organisés par MEDSA, Aljazair et Siam QCM, nous allons aborder un thème qui est les états de choc. Nous avons déjà fait un live sur les états de choc généralisés et aujourd'hui, avec Dr. Malik Zebouchi, nous allons aborder les états de choc les hémorragiques. Voilà. C'est ça, Malik. Oui, on va faire l'état de choc hémorragique. Ça sera plutôt de la prise en charge de réanimation, c'est-à-dire la prise en charge médicale de l'état de choc hémorragique. Nous ne parlerons pas de prise en charge interventionnelle, chirurgicale, radiologique ou OK. autre. Ce sera essentiellement des points physiopathologiques et les grandes lignes, on va dire, de la prise en charge médicale de l'état de choc hémorragique. C'est vraiment bon, destiné bien sûr aux externes, internes, c'est-à-dire que ça sera plus explicatif que des conduites à tenir pratiques. C'est vraiment des grandes lignes de la prise en charge, on va dire, médicale. Euh, on pourra répondre aux questions sur le thème après la présentation. Ils peuvent nous communiquer les questions au fur et à mesure et nous essaierons d'y répondre, de répondre au maximum. Ça se veut vraiment didactique, pédagogique et j'espère que ça va être utile pour, euh, pour tout le monde. Voilà, je suis sûr que ça va être utile pour tout le monde. Je vais afficher la diapo. Très bien. Ah, très bien. Haka, c'est mieux. Tout le monde est prêt. Tu me dis si je commence. Oui, 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 je pense que tu peux commencer. Commencer, ok. Donc voilà, comme on a dit, on va présenter aujourd'hui le choc hémorragique, prise en charge médicale. Donc pour cela, on a préparé cette présentation sur la base on va dire, de deux grands articles, les recommandations formalisées d'experts publiées donc en 2015 par la Société française d'anesthésie et réanimation, qui reprennent en détail les éléments de prise en charge, et un article publié en 2017 dans New England, 2017 ou 2018. Bon. C'est un article review publié par Jeremy Cannon sur donc la physiopathologie et la prise en charge du choc hémorragique. Donc, c'est Hemorrhagic Shock, New England Journal of Medicine. C'est vraiment à partir de ces deux articles que nous avons élaboré cette présentation et je vous invite à les lire. Ils sont très concis et assez complets pour comprendre les grandes lignes de la prise en charge médicale du choc hémorragique. Donc, pour ce faire, nous allons commencer par une introduction qui va aborder essentiellement l'intérêt. Pourquoi on a commencé par le choc hémorragique en premier déjà et pourquoi est-ce que nous insistons sur la prise en charge de ce choc hémorragique, donc l'intérêt de la question. Puis, nous verrons une définition, donc la définition du choc hémorragique, la physiopathologie et, comme on a dit, les grandes lignes de la prise en charge. Nous pourrons faire peut-être parler de quelques nouveautés, bon, et une conclusion. Donc, pour commencer, le choc hémorragique est un problème de santé publique, surtout à travers le monde. Comme vous pouvez le voir sur ce diaporama, le choc hémorragique concerne quand même en totalité, donc en termes de mortalité, presque 2 millions de personnes par an. Et aux États-Unis, donc environ 60 000 personnes par an décèdent du choc hémorragique. Donc ça représente une cause majeure de mortalité. Et comme on peut le voir, donc les 4 grandes causes de choc hémorragique sont
la rupture de l'anévrisme de l'aorte abdominale, le choc hémorragique après hémorragie du postpartum ou hémorragie du péripartum, les chocs hémorragiques sur hémorragie digestive, essentiellement l'ulcère gastro-duodénal, et le choc post-traumatique. Comme vous pouvez le voir, donc, quand on parle de choc hémorragique, donc le nombre de décès par choc hémorragique représente pour le trauma, par exemple, 30% des causes de décès. Donc, le choc hémorragique représente 30% des causes de décès après traumatisme, alors qu'il représenterait, par exemple, 60% pour une hémorragie ou la maladie ulcéreuse. Mais comme on peut le voir aussi, c'est que non seulement le choc hémorragique touche, en termes de nombre, il est important, c'est-à-dire qu'on a quand même 60 000 décès aux États-Unis, 2 millions, presque 2 millions à travers le monde, mais c'est aussi un coût pour la santé publique puisque c'est une cause majeure de décès, c'est une cause majeure de décès chez les patients jeunes. Donc, comme estimé par ce paramètre qui prend le nombre d'années de vie perdues, c'est-à-dire que si on estime que l'espérance de vie de quelqu'un est de, par exemple, 70 ans, s'il meurt à 30 ans ou s'il meurt à 60 ans ou à 70 ans, ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui meurt à 30 ans, on aura perdu 40 ans d'années de vie à cause de ce décès, 40 ans qui peuvent être considérés comme des années d'activité qui sont perdues pour la société en termes économiques et en termes de productivité. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on peut dire que le choc hémorragique et essentiellement le choc traumatique pose un problème de santé publique puisqu'il est à l'origine de décès de patients jeunes, actifs, qui peut avoir un effet important sur la société, comme vous pouvez le voir ici. Si on a 1 500 000 patients par an qui meurent de choc hémorragique post-traumatique, c'est 74 millions d'années de vie qui sont perdues. L'anévrisme d'aorte abdominale, 191 000 décès ne représentent que 2 millions d'années de vie perdues, puisqu'on sait que le choc hémorragique par rupture d'anévrisme d'aorte abdominale, c'est surtout le sujet âgé. Donc, étant donné que c'est un problème de santé publique, il faut savoir le prendre en charge. Et on sait que la prise en charge précoce, c'est ça qui va déterminer le pronostic. Et plus la précocité du diagnostic et de la prise en charge est entamée, plus la rapidité de la prise en charge est entamée, meilleur sera le pronostic. Et donc, nous aurons un taux de mortalité qui sera plus faible. Donc, vous pouvez voir ici en fait la définition du choc hémorragique. Si nous devons définir un choc hémorragique, c'est la définition de l'état de choc que nous avons vu lors de la présentation précédente, la vidéo précédente, où nous disions que globalement un état de choc, c'est deux volets. C'est le volet de l'insuffisance circulatoire aiguë, donc une défaillance circulatoire aiguë. Dans ce cas-là, elle est liée à la spoliation sanguine, que ce soit une hémorragie donc extériorisée ou non. Donc l'insuffisance circulatoire aiguë du choc hémorragique est due à la spoliation sanguine, ce qui va induire une diminution du transport en oxygène, c'est-à-dire un apport en oxygène qui sera plus bas, et donc une inadéquation entre les apports et les besoins d'oxygène de l'organisme, ce qui va aboutir au final à une défaillance d'organes. Donc, ça, c'est la définition de l'état de choc hémorragique. Comme on l'a vu donc initialement, que le choc hémorragique, son mécanisme, c'est l'hypovolémie. Vous vous souvenez que nous avions dit que l'hypovolémie est un des 4 mécanismes des états de choc ou de l'insuffisance circulatoire. Donc, quand on a une perte de la volémie, ça va induire, comme on a dit, la diminution du stress volume, c'est-à-dire du volume contraint. Ce volume qui est en train d'exercer une pression qu'on a appelée la pression systémique moyenne, qui est à l'origine
du retour veineux. Donc, si on a une diminution de la pression systémique moyenne par diminution de la volémie, nous aurons une diminution du retour veineux. Et diminution du retour veineux veut dire, par corrélation, une diminution du débit cardiaque, puisque nous avons dit que le retour veineux était égal au débit cardiaque. Et par la loi de Frank-Starling aussi, nous pouvons expliquer que nous savons qu'il y a une relation entre le volume d'éjection systolique, c'est-à-dire la principale partie du débit cardiaque, et la précharge du ventricule gauche, qui, elle, est déterminée essentiellement par sa compliance et par le retour veineux. Donc, s'il y a une diminution du retour veineux et donc il y a une diminution de la précharge, il y aura forcément une diminution du volume d'éjection systolique et donc du débit cardiaque, ce qui va entraîner une diminution du transport artériel en oxygène. Je vous rappelle que le transport artériel en oxygène est déterminé par trois grandes composantes, par l'hémoglobine, par la saturation artérielle en oxygène et par le débit cardiaque ou l'index cardiaque. Donc, comme nous avons vu dans l'hypovolémie, nous avons une baisse du débit cardiaque ou de l'index cardiaque. Et comme cette hypovolémie est due à une perte de sang totale, c'est-à-dire que nous allons perdre aussi de l'hémoglobine, hein, c'est un choc hémorragique, nous aurons aussi une baisse de l'hémoglobine, ce qui va contribuer encore plus à la diminution du transport artériel en oxygène. Donc en fait, le transport artériel en oxygène dans le choc hémorragique est diminué par ces deux déterminants, c'est-à-dire il y aura une baisse du débit cardiaque, et donc c'est la partie hypovolémique de l'insuffisance circulatoire, et une baisse des globules rouges ou de l'hémoglobine, et donc c'est la partie un peu sanguine du choc hémorragique, c'est-à-dire il y a une perte du tissu sanguin lui-même, et ça va aggraver ou altérer encore plus l'inadéquation entre les apports et les besoins en oxygène. Donc, en fait, si nous devons parler du choc hémorragique, nous allons évoquer deux grands volets. Donc, c'est l'apport en oxygène sur le plan physiopathologique, et c'est ça qui va conditionner, qui va en fait nous permettre d'expliquer ou de raisonner. Donc, nous devons raisonner sur deux grandes lignes. La première, c'est l'oxygénation du tissu, c'est-à-dire l'apport ou la perfusion des organes. Et donc, c'est l'oxygénation des organes. Et le deuxième volet, nous allons voir, c'est de ne pas aggraver la spoliation sanguine, c'est-à-dire de ne pas arriver à la phase de ce qu'on appelle l'insuffisance sanguine, blood failure. Et donc, la deuxième partie de la prise en charge consiste en une hémostase médicale pour ne pas arriver à ce qu'on appelle la coagulopathie, qui est donc le deuxième déterminant majeur de la mortalité liée au choc hémorragique. Donc, la première partie, comme nous avons dit, c'est l'oxygénation. Alors, pour ce faire, donc, il y a plusieurs modèles qui ont été développés pour expliquer la relation entre les apports en oxygène du tissu et des organes dans un choc hémorragique et la mortalité de ce choc hémorragique. Et à partir de là est né le concept de ce qu'on appelle la dette en oxygène, c'est-à-dire le temps passé par l'organisme ou par les tissus dans un état d'inadéquation entre les apports et les besoins en oxygène. C'est-à-dire qu'il est en train de fonctionner avec un niveau d'oxygénation qui est bas, mais il continue à avoir ses fonctions. Et cette fonction étant donné que cette fonction est en train de continuer à fonctionner malgré l'absence d'oxygène, nous devrons la rembourser, puisque nous devons apporter une oxygénation qui dépasse les besoins au temps T de ce tissu-là. C'est-à-dire que si nous, par exemple, si nous disons que nous sommes, on fait cette expérience où nous laissons des souris en état de choc pendant un certain temps, hein, le même
dire une dette en oxygène qui va s'installer, c'est la surface sous la courbe donc de temps passé en état de choc. Si ce remboursement donc c'est-à-dire là, on va devoir avoir la même surface que la surface du choc. Pour qu'on ait cette même surface, nous devons donner un apport en oxygène supra-ordinaire, c'est-à-dire qui va dépasser les besoins normaux du tissu et non pas juste redonner l'apport en oxygène normal du tissu. Donc pour cela, plus la dette en oxygène sera remboursée rapidement, meilleur sera le pronostic. C'est-à-dire que si nous laissons, comme on le voit sur la courbe C, si nous laissons les souris plus longtemps sans rembourser la dette en oxygène, leur mortalité sera plus importante. Deuxième élément, donc après l'oxygénation tissulaire et le remboursement de la dette en oxygène qui doit se faire rapidement pour ne pas avoir donc de conséquences irréversibles, nous avons la coagulopathie. Donc la coagulopathie du choc hémorragique, essentiellement du choc hémorragique traumatique, va bien sûr altérer les facteurs de la coagulation, altérer l'hémostase primaire et secondaire, et donc va aggraver le saignement, et nous allons être dans un cercle vicieux où la coagulopathie aggrave le saignement, ce qui va aggraver le choc, et ce qui va aggraver encore la coagulopathie. Donc nous devons décrire les principaux mécanismes de cette coagulopathie. Nous pouvons décrire essentiellement 5 grandes causes. Donc, la première cause, c'est la consommation, bien sûr, étant donné qu'il y a une activation des facteurs de la coagulation, une activation des facteurs de l'hémostase. Ceux-ci vont être consommés et donc il y aura une diminution de leur concentration. La deuxième cause, c'est ce qu'on appelle l'endotéliopathie. En fait, quand nous avons une diminution de l'apport en oxygène au tissu, même les cellules endothéliales vont souffrir de cette diminution de l'apport en oxygène. Et les tissus étant en ischémie, en hypoperfusion, ils vont générer des facteurs activateurs de l'endothélium, ce qu'on appelle les DAMP, c'est-à-dire des signaux de danger. Ces signaux de danger vont activer la cellule endothéliale. La cellule endothéliale sera en état inflammatoire, c'est-à-dire qu'elle va se mettre à augmenter, à augmenter la perméabilité entre les membranes. Il y aura donc une activation des systèmes donc, de la coagulation au niveau microvasculaire, ce qui va induire des microthrombie et qui va encore plus aggraver l'hypoperfusion des tissus. Donc cette endotéliopathie qui va avoir comme conséquence une consommation, une activation pardon, de la coagulation et la formation de microthrombie va être à l'origine donc de cette coagulopathie qui va persister. Nous avons aussi le troisième facteur qui est donc l'hypothermie. L'hypothermie, c'est en fait le facteur qui va être le plus précocement, où la iatrogénie est très importante dans ce cas-là. Donc, l'hypothermie, on sait très bien que les enzymes, les facteurs de la coagulation étant des enzymes, fonctionnent à température de 37 degrés. Quand on descend en dessous de cette température, il y a un ralentissement du mouvement des molécules et donc de leur activité. Donc, plus la température est basse, moins les enzymes vont fonctionner, c'est-à-dire que globalement, nous aurons un ralentissement du fonctionnement enzymatique et in vivo, nous allons observer qu'il y aura moins d'activité enzymatique. Alors, cette partie-là, nous ne pourrons pas la détecter par la diminution de l'activité enzymatique des facteurs de la coagulation. Nous ne pourrons pas on ne pourra pas l'explorer in vitro parce que quand nous allons doser l'activité des facteurs de coagulation par le TP ou le TCK, on va remettre
le tube qui sera remis à 37 degrés. Et donc, il n'est plus dans les conditions physiologiques ou dans les conditions in vivo chez le patient. Donc, si chez le patient, si le patient est à 35 ou à 34 degrés, son TP est plus bas. On dit généralement qu'il y a une diminution d'environ 10% du TP, chaque diminution de 0,5 à 1 degré Celsius. L'hypocalcémie, qui est essentiellement iatrogène aussi, on sait très bien que le calcium est un cofacteur de la coagulation très important, et donc du complexe TNase ou du complexe de prothrombinase, pardon. Il est essentiellement dû aux transfusions de produits sanguins labiles qui contiennent du citrate, qui est un chélateur de calcium. Et donc, nous serons obligés de doser la calcémie ou d'apporter du calcium pour ne pas tomber dans une hypocalcémie qui va aggraver encore la coagulopathie. Le 5e facteur de la coagulopathie, c'est la dilution. Quand nous allons apporter des solutés de remplissage, que ce soit des cristalloïdes, des colloïdes ou même les culoglobulaires, ils ne contiennent pas de facteurs de la coagulation. Nous allons augmenter le volume total sans apporter de facteurs de la coagulation. Et donc, nous allons les diluer. Ces 5 facteurs-là, comme nous avons dit, donc la consommation, donc, qui se fait normalement pour arrêter le sang, l'endotéliopathie qui est due à la diminution de l'apport en oxygène des tissus. Donc, en fait, une part importante de la coagulopathie est due à l'insuffisance circulatoire et au choc lui-même. Et on peut le voir en fait dans tous les états de choc. Hein. L'endotéliopathie, la coagulopathie se voit dans tous les états de choc. Mais dans le choc hémorragique, elle est plus importante parce qu'en plus de cette endotéliopathie, nous aurons d'autres facteurs qui vont précipiter la coagulopathie. Nous avons aussi, comme nous avons dit, l'hypothermie qui est essentiellement iatrogène. Le patient est tombé sur la route, enfin, il est par terre, il est mouillé, si par exemple il pleut, il est exposé à des températures basses, par exemple au niveau du bloc opératoire, etc. L'hypocalcémie, nous avons dit, l'origine essentielle, c'est la transfusion de poches de sang qui contiennent du citrate et la dilution. Donc, cette hypothermie, cette coagulopathie et la diminution de l'apport en oxygène au tissu qui va être à l'origine d'une anaérobiose, comme nous avons vu dans la présentation précédente, forme ce qu'on appelle la triade létale. Donc, si nous laissons installer l'hypothermie, la coagulopathie et l'acidose, les facteurs donc, en fait, ce sont des facteurs de très mauvais pronostic. Et même si nous arrivons à faire l'hémostase interventionnelle, l'installation de ces 3 facteurs va faire qu'il y ait un choc hémorragique qui va être réfractaire à la prise en charge et la mortalité sera très importante. Donc, sur le plan de la prise en charge, nous commencerons par parler donc, de la prise en charge préhospitalière, puisque ça concerne essentiellement le choc hémorragique post-traumatique. Alors, il faut savoir reconnaître un état de choc et le stade, en fait. On peut se baser sur cette classification des chocs hémorragiques très connue hein, et largement donc, diffusée à travers la littérature, comme vous le savez déjà, donc en 4 stades, qui reprend donc une corrélation entre le taux de sang perdu, le volume sanguin perdu, qu'on ne peut pas mesurer ou qu'on ne peut pas estimer précisément souvent, mais que nous pouvons, à travers les paramètres physiologiques, la fréquence cardiaque, de la pression artérielle, de la pression pulsée, c'est-à-dire de la différentielle, de la fréquence respiratoire et de l'état neurologique du patient, estimer la quantité de perte. Il y a aussi d'autres paramètres tels que donc, la quantité de sang transfusé ou la quantité de liquide perfusé pour rétablir ces paramètres-là ou pour stabiliser le patient est un paramètre qui peut nous renseigner sur le volume sanguin perdu. Comme nous avons dit, donc en préhospitalier, le plus important, c'est en premier lieu, en fait, dans toute la prise en charge du choc hémorragique, c'est d'arrêter le saignement.
Donc, la première des choses, ça sera donc déterminer toutes les zones de saignement au niveau des membres. Donc, on fera un garrot ou une compression directe. Au niveau donc des régions jonctionnelles telles que le bassin, nous pouvons faire donc soit des tissus hémostatiques si ils sont disponibles. Sinon, on peut aussi utiliser par exemple la ceinture au niveau du bassin. Et par contre, on a des régions qui sont non compressibles, telles que le saignement gastro-intestinal ou thoracique ou, ou abdominal, qui eux ne sont des saignements occultes et qui nécessiteront donc une prise en charge hospitalière ou interventionnelle. Donc en fait, nous devons il y a aussi bien sûr le saignement du scalp qui doit être aussi arrêté par soit compression ou idéalement par une suture, même en préhospitalier. Donc en fait, comme nous avons dit, la prise en charge initiale et toute en fait prise en charge du choc hémorragique, la priorité, c'est de stopper le saignement. C'est l'élément le plus important, c'est l'élément capital. Nous n'allons pas en parler aujourd'hui parce que ça concerne essentiellement les médecins interventionnistes ou les chirurgiens qui, eux, ne doivent, donc notre prise en charge médicale doit accompagner leur prise en charge et ne doit pas la retarder. Donc, stopper le saignement est capital. Bon, pour la prise en charge médicale, comme nous avons dit, nous avons deux grands volets. Nous avons le volet du transport artériel en oxygène, c'est-à-dire de l'apport d'oxygène aux patients. Pour cela, comme nous avons dit, nous avons deux grandes attitudes à adopter. Nous avons donc la restauration de l'hémoglobine pour permettre donc le transport en oxygène et la restauration du débit cardiaque et de la perfusion par la perfusion donc de fluides, essentiellement des cristalloïdes, et le maintien de la pression artérielle. Donc, la transfusion de culoglobulaire doit être précoce lors d'un choc hémorragique, le plus tôt possible, bien sûr en vérifiant toutes les mesures de sécurité, groupage, résus, qualité de sang, date de péremption, etc. Donc, la transfusion de culoglobulaire va permettre d'améliorer la rhéologie sanguine, de restaurer la viscosité du sang, parce qu'on sait que quand nous avons perdu donc des globules rouges et que nous avons perfusé des cristalloïdes, nous aurons un sang qui sera plus fluide, où donc la rhéologie va être modifiée avec donc les plaquettes qui ne seront plus en périphérie, parce qu'en temps normal, les plaquettes sont en périphérie et les globules rouges sont au centre. Mais quand il y aura moins de globules rouges, ce sera les plaquettes qui seront au centre, il n'y aura que du plasma en périphérie, et donc on aura moins d'efficacité des plaquettes. Bien sûr, la transfusion de culoglobulaire va permettre d'augmenter la volémie et donc de restaurer le débit cardiaque et donc le transport en oxygène. Et bien sûr, donc l'objectif, ça sera d'avoir un taux d'hémoglobine globalement supérieur à 7, entre 7 et 9 grammes par décilitre, sauf chez certains sujets, essentiellement donc, en cas de trauma crânien grave ou de patients, on va dire, avec cardiopathie ischémique instable, où nous devons viser le 9 à 10 grammes par décilitre. Donc la perfusion de fluide doit être précoce pour restaurer la volémie en attendant la transfusion et l'hémostase, mais elle doit être limitée. Généralement, on limitera les volumes à 1 litre, 1 litre et demi dans les 3 premières heures. Donc généralement 1 litre pour la première heure. Pardon. Excusez-moi. Donc, on va limiter l'apport des fluides et des cristalloïdes au maximum. Donc, si avec le 1 litre de cristalloïdes qui a été perfusé, nous n'avons pas pu maintenir une pression artérielle adéquate
Et en attendant l'hémostase et la transfusion donc, de facteurs de culoglobulaires, nous pouvons adjoindre de la noradrénaline comme vasopresseur pour maintenir une pression artérielle systolique subnormale aux alentours de 80-90 mm de mercure au maximum pour ne pas aggraver le saignement. Donc, il ne faut pas viser une normalisation de la pression artérielle jusqu'à ce que l'hémostase soit faite. Donc, tant que l'hémostase n'est pas assurée, il faut viser une pression artérielle minimale pour maintenir une perfusion. Donc, une PAM aux alentours de 60. Il y en a qui disent même jusqu'à 55. Donc, nous, enfin, on reste à 60-65 mm de mercure. Une PAS aux alentours de 80-90. Sauf si trauma crânien grave, où là, nous devons perfuser donc, le cerveau. Malgré que ça va aggraver le saignement, on ne peut pas se permettre donc, de laisser un cerveau qui souffre déjà donc, d'un traumatisme crânien grave, qui souffre déjà d'une lésion importante, et l'aggraver par une hypotension systémique et donc une hypoperfusion cérébrale. Donc, le deuxième volet de la prise en charge médicale, c'est de traiter, comme nous avons dit, la coagulopathie. Pour cela, nous avons donc des protocoles de prise en charge de ce qu'on appelle donc de transfusion massive, qui vont apporter en même temps que les culoglobulaires, donc des produits du plasma frais congelé, du PFC, à un ratio entre 1 pour 1 à 1 pour 2, c'est-à-dire un PFC pour 1 à 2 culoglobulaires. Est-ce qu'il faut donner du PFC avant le culoglobulaire ou le culoglobulaire avant le PFC? Ça, c'est pas très, bon, pour le moment, c'est pas vraiment résolu, mais globalement, on commence par les culoglobulaires puisqu'ils sont plus faciles à adjoindre et à ramener, alors que les PFC doivent être décongelés. Mais globalement, nous devons avoir un ratio de 1 pour 1 à 1 pour 2 au maximum quand nous devons faire une transfusion chez un patient en état de choc hémorragique. Donc, le choc, ce qu'on appelle donc les protocoles de transfusion massive. Pour les plaquettes, donc la transfusion de plaquettes va se faire aussi à ce même ratio-là, mais avec donc un objectif d'avoir un taux de plaquettes supérieur à 50 000. Donc généralement, au bout de la transfusion de 6 PFC et 6 culoglobulaires, nous aurons généralement besoin de transfuser un concentré unitaire un concentré plaquettaire, un cup, concentré unitaire plaquettaire, pour ramener donc le taux de plaquettes à plus de 50 000, sauf trauma crânien grave où là nous devons viser donc un taux de plaquettes supérieur à 100 000 pour ne pas aggraver un saignement intracérébral. Alors, nous avons aussi à notre disposition souvent du fibrinogène, donc qui peut augmenter, enfin améliorer l'hémostase. On sait que le fibrinogène n'est pas donc un PFC apporte très peu de fibrinogène, environ 0,5 g, alors que donc nous avons besoin donc de plus grand, d'environ 3 g de fibrinogène par série, pour viser un taux de fibrinogène aux alentours de 1,5 à 2 g par litre. Alors ces chiffres peuvent varier d'une recommandation à d'autres et pour des causes différentes des états de choc, mais globalement, c'est les chiffres qui sont rapportés par la plupart des recommandations. Donc, comme je l'ai dit au début, ça sera juste à titre indicatif, puisque l'objectif, ce n'est pas de déterminer une conduite pratique devant un choc hémorragique, mais de comprendre quelles sont les principales lignes de la prise en charge. Donc, pour corriger aussi la coagulopathie, nous avons à notre disposition un antifibrinolytique qui est l'acide tranexamique, qui va inhiber la transformation du plasminogène en plasmine, qui, donc, vous le savez, la plasmine est l'enzyme qui va dégrader le fibrinogène et la fibrine, et donc qui va induire ce qu'on appelle la fibrinolyse, ce qui va aggraver le saignement. On sait très bien que dans la cascade de la coagulation, nous avons l'hémostase primaire, l'hémostase secondaire et la fibrinolyse. La fibrinolyse fait partie intégrante de la coagulation. Donc, en temps normal, quand la brèche est colmatée, il ne faut pas que le thrombus s'étend au point de boucher le vaisseau. Et c'est pour ça que la fibrinolyse
vient équilibrer la coagulation. Donc, un taux de fibrinolyse normal avec un taux d'activation normale de la coagulation reste en équilibre d'une façon générale. Mais dans notre cas où la coagulation est activée à une échelle plus importante, on aura aussi une activation de fibrinolyse à une plus grande échelle et donc nous pourrons tomber dans un état hyperfibrinolytique avec ce qu'on appelle donc une CIVD qui doit être prévenue par l'adjonction d'acide tranexamique le plus précocement possible, puisque l'acide tranexamique inhibe la transformation du plasminogène en plasmine, mais n'inhibe pas la plasmine. Donc, quand la plasmine est activée et qu'elle est à un taux assez élevé, l'acide tranexamique n'aura plus de fonction. Donc tout, on appelle ça le damage control resuscitation, c'est-à-dire l'équivalent au niveau de la réanimation du damage control. Le damage control, vous le connaissez, donc sur le plan chirurgical, c'est un peu ce qu'on appelle la chirurgie décourtée, c'est-à-dire de faire une chirurgie minimale, juste l'arrêt, donc enfin, les grandes urgences chirurgicales, l'hémostase, la coprostase, etc. C'est-à-dire faire en sorte de faire l'intervention la plus courte possible qui va permettre une réanimation secondaire après, donc après la chirurgie, puis en deuxième temps, continuer faire la prise en charge, enfin l'intervention définitive. Donc, le damage control réanimation, c'est ce qu'on a dit. Donc, c'est éviter ou corriger une hypothermie. Donc, il est important de monitorer la température de la salle, la température du patient et de le réchauffer. Il est important d'arrêter le saignement rapidement. Si nous avons la possibilité de faire un garrot ou de mettre des éléments hémostatiques tels que le surgiciel au niveau donc, des plaies ou faire des sutures. Donc, on a dit qu'il faut minimiser les perfusions de cristalloïdes donc à 1 litre, 1 litre et demi en 3 heures ou moins de 3 litres en 6 heures pour ne pas augmenter trop la pression artérielle, comme nous avons dit, mais aussi et surtout pour ne pas induire de dilution. Donc, utiliser des protocoles de transfusion massive avec donc, des packs de transfusion, comme nous avons dit, un ratio 1 pour 1, 1 pour 2 entre PFC et globulaire et plaquettes. Donc, ne pas faire de chirurgie, ne pas retarder la chirurgie ou l'intervention, c'est-à-dire ne pas retarder les éléments qui vont permettre une hémostase. Donc, et optimiser donc l'hémostase et nous avons besoin aussi donc de monitorer la coagulation, soit par la mesure donc de ce qu'on appelle la crasse sanguine, c'est-à-dire le TP, le TCK, le taux de fibrinogène, mais aussi nous pouvons, quand on a à notre disposition un thromboélastographe, se baser sur le TEG ou le ROTEM pour nous guider. Bon, ça reste pour le moment en Algérie non disponible, mais c'est de plus en plus utilisé dans de grands hôpitaux en Europe et aux États-Unis. Comme nous avons dit, il faut administrer des facteurs antifibrinolytiques ou anticoagulants tels que donc, l'acide tranexamique. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ça. Donc, globalement, en conclusion, l'arrêt du saignement est une priorité pour la prise en charge. Les grandes lignes de la prise en charge médicale, c'est le rétablissement de l'oxygénation tissulaire et la correction de la coagulopathie par une réanimation hémodynamique précoce, une transfusion précoce, clinique et biologique. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Malik.
J'espère que je n'ai pas Oui. été trop rapide. J'ai essayé donc d'expliquer les grandes lignes, comme nous avons dit, de la prise en charge. S'il y a des questions, donc on peut les poser. 2 minutes juste, je ramène mon chargeur parce que mon PC commence à se décharger, il est à 7%, et je serai à vous. Ok, ok. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et le docteur Malik Zebouchi va essayer de répondre au maximum, sur le maximum de questions. Alors oui, la vidéo, le live va être disponible même après la fin. C'est-à-dire, vous allez la trouver sur la page de Siam Al ou Médecins Algérie. TCG, trauma crânien grave. Alors, le temps. Voilà. Excusez-moi. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, si c'était assez clair. Voilà, il y a déjà une question. Oui. C'est affiché sur l'écran. Vous pouvez nous expliquer le phénomène de transfert de liquide depuis le secteur interstitiel vers le secteur intravasculaire et son importance pendant le choc hémorragique. Alors, comme vous le savez, les échanges de liquide entre le système interstitiel et le vaisseau ne se fait pas instantanément. Il se fait par la différence de pression. Pour la différence de pression, c'est essentiellement le versant vasculaire qui est à une plus grande pression. Et une partie donc, du liquide interstitiel va revenir vers les vaisseaux à travers le système lymphatique. Donc, à chaque fois qu'il y a une diminution de la volémie, cette pression va diminuer et donc nous aurons un plus grand retour à travers le système lymphatique de liquide de l'interstitium vers le système vasculaire que d'entrée de liquide du système vasculaire vers l'interstitium. Donc, au final, quand on va perdre de la volémie, cette volémie sera rétablie, mais progressivement, mais il n'y aura que du plasma, c'est-à-dire que du liquide qui va être remboursé, si vous voulez, qui va être récupéré à travers l'interstitium, ce qui va diluer le sang, et donc on aura une diminution de la concentration des facteurs de la coagulation, une diminution de la concentration essentiellement de l'hémoglobine et donc de l'hématocrite, qui se passe tardivement dans une hémorragie. Donc quand on a une hémorragie qui est à faible débit, qui est occulte, comme une petite hémorragie digestive chronique, cette perte de sang va être remplacée à la même vitesse, et donc nous n'aurons pas de choc parce qu'il n'y a pas de diminution il n'y a pas d'insuffisance circulatoire, mais une anémie qui va apparaître. Alors que dans le choc hémorragique, si nous ne perfusons pas de liquide, nous n'allons pas voir sur place d'anémie parce que le transfert
de l'interstitium est lent et donc ce transfert de l'interstitium, de liquide à travers l'interstitium, n'a pas le temps de se faire et donc ne pourra pas remplacer la perte de liquide, enfin la perte de sang rapide lors d'un choc hémorragique. Voilà, je ne sais pas ce que j'étais clair. Pour les indications d'utilisation de garrot, c'est quand on n'arrive pas donc c'est bien sûr, ça concerne les membres, hein, les membres inférieurs, les membres supérieurs, c'est-à-dire les saignements au niveau des extrémités. Quand nous avons donc un saignement que nous ne pouvons pas maîtriser par une compression, essentiellement, le garrot est indiqué quand le saignement est important et quand le saignement est actif. Le garrot est son indication principale, c'est donc une hémorragie active au niveau en préhospitalier ou avant une intervention quand le saignement concerne les extrémités. Est-ce qu'on doit d'abord commencer par un remplissage ou bien on doit transfuser? La transfusion prend du temps. Donc, on commence toujours par une perfusion de cristalloïdes parce que les cristalloïdes, au début. Malik, ça s'est coupé. Ça s'est coupé. Oui. À quel moment? Sincèrement, bon, je sais pas parce que après, en fait, je pense que tu as fini la question à la le garrot. Bah, on n'arrive pas à entendre. D'accord. Donc, je répète. Donc, c'était la question, est-ce qu'on doit d'abord commencer par un remplissage, c'est-à-dire cristalloïde, ou bien on doit transfuser Voilà. d'abord? Alors, en fait, la question se pose quand nous avons une hémorragie qui est active et que nous n'avons pas, c'est souvent le cas, enfin quasiment tout le temps le cas, à notre disposition tout de suite du sang. Donc, parce que le sang doit être commandé ou doit être réchauffé, doit être testé, donc vérifié. Nous avons dit que même en termes d'état de choc, il faut respecter les règles de transfusion, c'est obligatoire pour la sécurité du patient. Et donc, la perfusion de cristalloïdes se fera plus rapidement. Sachant que le début donc, de l'insuffisance circulatoire aiguë est dû essentiellement à l'hypovolémie. Le remplissage, quand on apporte un volume suffisant, nous allons rétablir momentanément le transport artériel en oxygène en attendant de passer vers la transfusion. Je parle du choc hémorragique. Si nous avons un petit saignement, par exemple au bloc opératoire, un saignement ne doit pas faire on ne doit pas transfuser juste sur un saignement. Pour périopératoire, moi je parle du choc hémorragique, c'est-à-dire où nous avons une défaillance circulatoire, donc une hypotension, comme nous avons dit, avec des signes de défaillance circulatoire et un saignement qui n'est pas maîtrisé. Quelle est la place du plasma gel en cas de choc hémorragique? Effectivement, c'est une question qui se pose souvent. La préconise de ne pas donner de Ça s'est colloïdes. coupé, Malik. Oui. Tu as dit quel une moment? question pertinente et après, hop. Bien. Quelle est la place du plasma gel en cas de choc hémorragique? C'est une question qui est effectivement récurrente et c'est une controverse qui est toujours d'actualité. Enfin, ça reste toujours sujet à débat, colloïde versus cristalloïde. En cas de choc hémorragique, il faut savoir que le temps enfin, que le volume reste dans le sang n'est pas important, puisque au final, l'important, ça sera est-ce que nous devons transfuser ou pas. Donc, je pense, et c'est ce qui est recommandé, c'est toujours les cristalloïdes qui doivent être donnés en premier lieu, parce qu'ils sont moins chers, ils sont moins délétères. Il n'y a pas d'autres, il y a pas de produits
néphrotoxiques comme les HEA ou bien allergisants comme le plasmagel. Et donc, généralement, il est préconisé de ne pas donner de colloïdes en première intention lors d'un choc hémorragique. Donc, globalement, je pense que la place du plasmagel dans le choc hémorragique n'est pas très importante. Je pense qu'il vaut mieux donner des cristalloïdes et c'est ce qui est recommandé. La coagulopathie est constante dans le choc hémorragique. La coagulopathie est une évolution du choc hémorragique. C'est une évolution inéluctable qu'il faut toujours rechercher et traiter, éviter. Et en fait, dépister, éviter, la chercher et la traiter parce qu'elle est de très mauvais pronostics. Quel est l'intérêt du PFC 1 pour 1 dans la partie traitée? Globalement, oui, c'est ça. En fait, quand on rapporte un PFC pour 1 kg globulaire, puisque le kilo globulaire, comme nous avons dit, il dilue le sang, il n'apporte pas il n'apporte pas de facteur de la coagulation. Vers le civil et vers les chocs hémorragiques. Ça s'est coupé encore. Autre choc hémorragique. Comment? Ça s'est coupé, Malik. Il dilue, hop. D'accord. J'ai dit que en fait, le kilo globulaire dilue et n'apporte pas les facteurs de la coagulation. Et comme donc c'est un élément qui va être à l'origine d'une coagulopathie, apporter les facteurs de la coagulation va permettre de corriger cette coagulopathie et de l'éviter. Et ça a été démontré dans plusieurs séries militaires initialement et après ça a été étendu vers le civil pour les chocs hémorragiques traumatiques, mais aussi pour tous les autres états de choc hémorragiques. Par exemple, après une hémorragie du postpartum. L'apport de PFC à un ratio 1 pour 1 pour 2 en cas de transfusion massive est très important. Je le dis, en cas de transfusion massive et non pas de transfusion pour une anémie. Quand on transfuse alors qu'on a une anémie aiguë ou chronique, une anémie donc mal tolérée, l'apport de PFC n'est pas du tout recommandé. Alors, on peut assurer le remplissage par PFC après les cristalloïdes. En fait, on ne va pas assurer de remplissage après par des cristalloïdes parce que la volémie va être rétablie par les culoglobulaires et par les PFC. On ne peut pas dire que ce sont des solutés de remplissage, mais ils apportent une volémie, un volume qui va restaurer la volémie. Donc, nous n'aurons plus besoin d'autres solutés de remplissage. Le rapport de la différentielle de la tension et de l'hémorragie. Je n'ai pas compris cette question. En fait, oui, à peu près, j'ai compris. Donc, la différentielle, ou ce qu'on appelle la pression pulsée, quand nous avons un pincement de la pression pulsée, ça veut dire qu'il y a une baisse du débit cardiaque, donc baisse de la PAS, ou une augmentation une plus grande vasoconstriction, donc augmentation de la PAD. Donc, la pression artérielle diastolique dépend essentiellement des résistances vasculaires et donc du degré de vasoconstriction. Donc, si nous avons une stimulation sympathique importante, nous aurons une augmentation des résistances et donc une augmentation de la pression artérielle diastolique. Et comme nous avons une baisse de la volémie, nous aurons une diminution du volume d'éjection systolique, ce qui va pincer la différentielle. Donc, plus la différentielle est pincée, plus ça veut dire qu'il y a une activation sympathique importante et une baisse importante du débit cardiaque. J'ai lu que l'acide tranexamique est contre-indiqué en cas de GU rompu. Est-ce que c'est aussi le cas dans tous les états de choc hémorragique dû à une... Non, pas du tout. Hein, dans les chocs hémorragiques obstétricaux et une grande étude internationale, étude Women qui a été publiée l'année dernière, a démontré l'intérêt de l'acide tranexamique en cas de choc hémorragique du postpartum ou en cas de choc hémorragique maternel. Hein. Donc, ce n'est pas du tout contre-indiqué, loin de là. Je ne sais pas où est-ce que vous avez lu que l'acide tranexamique était contre-indiqué en cas de GU rompu. C'est quoi le meilleur signe pour estimer les pertes sanguines? Est-ce que c'est la clinique ou le taux d'hémoglobine? Ça reste toujours la clinique. Hein. L'hémoglobine est un reflet.
mais nous avons dit qu'il est tardif et il dépend du volume que vous avez perfusé. Donc, c'est un moyen de surveillance. Il est important pour permettre de commander les poches de sang, de prévoir le degré de transfusion que nous allons faire, mais ce n'est pas le meilleur estimateur des pertes sang. Catécholamine et choc hémorragique. Donc, comme nous avons dit, le rétablissement de la pression artérielle ne doit pas se faire que par le remplissage, parce que il va avoir des effets délétères ce remplissage-là. Or, nous ne pouvons pas nous permettre de rester à des tensions très très basses parce que ça va aggraver l'endotéliopathie, ça va aggraver la dette en oxygène et donc, au final, si nous laissons trop de temps, ça va aller vers le décès du patient. Donc, les catécholamines doivent être débutées dès que le remplissage donc, de 1 litre ou 1 litre et demi n'a pas suffi pour rétablir la pression artérielle, une pression artérielle supérieure à 80 mm de PAS. Et le choix, c'est essentiellement la noradrénaline qui doit être débutée, donc, comme nous avons dit, dans l'heure qui suit donc le non-rétablissement et même donc, assez précocement. Quels sont les objectifs donc, de pression artérielle, fréquence cardiaque, d'hémoglobine du remplissage? Ça, nous l'avons parlé, donc vous pouvez revoir dans la vidéo. Est-ce qu'il n'y a pas de spécificité dans la prise en charge concernant une telle pathologie comme l'hémophilie? Bien sûr qu'il y a plusieurs spécificités, on ne peut pas parler de tous les éléments, mais il faut bien sûr, quand on a un facteur de la coagulation qui est manquant, il faut le rétablir chez ces patients-là. Nous ne pouvons pas parler de ça en détail. À quel moment on doit commencer les vasopresseurs? Nous avons dit, voilà, ça ne se coupe pas. Ça se coupe. Bon, je pense que c'est tout. C'est largement suffisant. Oui, vas-y. Oui, je pense que tu as répondu sur toutes les questions et il n'y a pas d'autres pour le moment. En tout cas, merci beaucoup. C'était très intéressant. Le prochain, Inch'Allah, ça va être quoi? Le choc? Probablement le choc septique. Et on pourra se voir demain. Donc, j'invite, je pense que tu le sais déjà, les externes, mais surtout les réanimateurs, à notre deuxième jour de rencontre sur la prise en charge du Covid en réanimation. Covid Day. Le Covid Day. Covid Day Station. Où nous allons parler de la prise en charge respiratoire. On va essayer d'en parler. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de questions et donc, beaucoup d'informations qui seront partagées entre nous. Place du plasma lyophilisé. Le plasma lyophilisé, effectivement, il est utilisé par l'armée française, par exemple. Il reste débattu, enfin, il reste encore à laisser. Oui, ça permet d'avoir un plasma plus rapidement. Comme je vous ai dit, l'armée française l'utilise très bien. Après, je ne sais pas. En Algérie, on ne l'a jamais utilisé. Enfin, je l'ai jamais. Voilà. Voilà. Merci encore, Malik. Merci à tous ceux qui ont suivi le live, qui ont posé des questions. Rendez-vous demain, Inch'Allah, dans un live sur le Covid et la prise en charge, surtout respiratoire. Et Tani, au prochain live dans la série des états de choc, peut-être la semaine prochaine, Inch'Allah, bon, selon la disponibilité de Dr. Malik. OK? Merci. Et salam alaikum, bonne soirée à vous.